On est toujours en direct de la porte de Versailles et on s'entend et c'est formidable parce que c'est fait en France. La télé depuis le pavillon des certifications Origine France Garantie. On continue nos échanges avec les entrepreneurs, les exposants de ce salon. Et pour continuer tous ces échanges, j'ai la chance d'être accompagné par un grand témoin, une grande témoin. Natacha Polony, bonjour. Bonjour Anthony et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est important, Marianne est un partenaire fidèle du salon du Made in France. Et chez Marianne, le Made in France, on adore ça. On n'était pas là pour la première édition du salon du Made in France, mais juste après, les Juste suivantes. après. Et on n'a jamais lâché parce que c'est une manifestation extraordinaire. Une manifestation extraordinaire, 1000 exposants cette année. On bat tous les records. Ils étaient 80 il y a 10 ans. Franchement, Fabienne Delahaye et ses équipes font un travail formidable. Parmi ces 1000 exposants, 4 sont présents sur ce plateau. Pierre Tukoula, bonjour, fondateur de Zest. Zest, on le voit, ce sont des gourdes. Exactement, bonjour. Merci de me recevoir. Oui, c'est des gourdes en inox made in France et on est les seuls aujourd'hui à proposer ce type de produit. Donc après un long processus de relocalisation industrielle. On va en parler. Juste à côté de vous, Jérôme Nus, président de Covadis. Covadis, où va-t-on ? Covadis, où vas-tu ? Oui, tout à fait. C'est ça. À Covadis. Et là, depuis trois éditions, et très content de continuer à être dans cette carré OFG et à faire nos agendas en France depuis plus de 70 ans. Voilà. Depuis plus de 70 ans. Jérôme, je disais Covadis parce qu'en latin, ça veut dire où vas-tu ? Exactement. Exactement. Youssef Abdaoui, bonjour. Bonjour. Fondateur de IRS 360. Absolument. Ce sont la révolution ces pour petits... nettoyer les oreilles. Et surtout une réelle alternative au coton-tige. Tout à fait. Et quand on sait comment ça pollue des cotons-tiges et qu'ils peuvent se retrouver dans la mer derrière, on se dit que ça c'est vraiment un produit très utile à avoir dans la salle de bain, mais c'est surtout de la recherche pour pouvoir le fabriquer en France et on va en parler dans quelques instants. Olivier Remoissonnet, bonjour. Bonjour à tous les deux. Dirigeant de Bioseptile. Bioseptile, on est à côté de Beauvais et ce sont des brosses à dents pour la marque Bioseptile, mais c'est aussi la brosserie française pour tout le savoir-faire. Exactement, un savoir-faire de brossier qui a 177 ans cette année. Natacha, tu connaissais tous les intervenants ? Alors, je ne connaissais pas tous les intervenants, j'en connais et j'en consomme quelques-uns, mais il y a des tas de choses à découvrir. En effet, on voit là qu'on a de quoi se constituer un petit sac à dos survivaliste en cas d'effondrement complet. On peut se débrouiller avec tout ça, c'est l'essentiel, mais il y a le reste après. J'en profite parce qu'on est en direct pour te féliciter de vive voix. J'ai eu la chance d'être là à ta remise de décoration puisque tu as reçu l'ordre du mérite, cher Olivier. Un mérite mérité, c'est le cas de le dire, parce que je connais ton implication. Je sais à quel point ça n'a pas toujours été simple parce qu'on est là, on parle des choses positives, de tout ce qui va bien, mais la vie... d'une industrie, c'est pas toujours simple et la brosserie n'a pas vécu que des moments simples et aujourd'hui ça va bien, mais je sais aussi que c'est grâce à tes équipes. Je te remercie beaucoup et ça me touche vraiment beaucoup et c'est vrai que c'est un travail collectif et c'est une récompense très personnelle mais qui récompense quand même aussi un travail très collectif depuis 10 ans avec une équipe d'acharnés qui démontre au quotidien que les produits de grande consommation, ça peut exister dans le Made in France. J'ai eu la chance, Natacha, tu réagis quand tu veux. Pardon, je voulais juste ajouter qu'en France, on adore les médailles en chocolat, ce que Napoléon appelait des hochets, et que de temps en temps, voir que ces médailles peuvent récompenser de façon justifiée le mérite, c'est absolument nécessaire. On a vu pendant des années des récompenses données, notamment à des grands patrons d'entreprises devenues des multinationales qui délocalisaient. Donc quand on peut enfin reconnaître le mérite d'entrepreneurs qui se battent pour créer de l'emploi, de la richesse et pour préserver les savoir-faire, c'est quand même pas mal. Bravo, mais c'est tellement mérité, Olivier, et je sais qu'il y avait énormément d'émotions sur cette remise de décoration parce que tu l'as associé à chacun et chacune des membres de l'usine. J'ai eu la chance de venir... à l'usine, à Beauvais, et on était dans un contexte particulier où il fallait être dans l'urgence par rapport à une commande. Les bureaux étaient vides parce que les équipes commerciales, les équipes marketing avaient mis la blouse et les charlottes et étaient partis dans l'atelier pour filer un coup de main à tout le monde. C'est ça qu'on retrouve en France et la solidarité aussi. Voilà, et puis c'est la grande flexibilité
pour une autre PME comme la nôtre de pouvoir s'adapter et réagir. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je mets toujours en avant les équipes parce que j'en suis souvent la vitrine à travers soit les médias, soit les actions qu'on peut mener sur notre engagement pour le Made in France. Mais moi je suis rien sans toutes les équipes qui sont derrière et qui font ce travail formidable. Il ne faut pas oublier que nos brosses à dents, il y a avant tout des ouvriers aussi qui sont derrière les machines et qui produisent. Et qui produisent, effectivement. Chez Covadis, cher Jérôme, c'est aussi un travail d'équipe. Covadis, on va juste peut-être rappeler l'histoire parce que j'aime beaucoup cette histoire du docteur Beltrami à Marseille. Oui, un docteur généraliste. Tout à fait, c'est un docteur après-guerre qui a besoin d'organiser le planning de tous ses collaborateurs et qui et lui-même aussi, et qui n'arrive pas à trouver un agenda semainier. Il n'y avait que des journaliers et qui commence à dessiner sur une grande feuille des traits et écrire un tampon encreur. Et il va tamponner chaque page et il va créer sa grille planning. C'était en 1952. Le premier semainier. Et il a créé en 1954 Covadis et il en a vendu. Il était à Marseille au départ et puis dans les années 70, il est arrivé à Nantes. Et on fabrique à Carquefou, à côté de Nantes, depuis plus de 50 ans, avec effectivement un travail très artisanal, avec des machines, un vrai savoir-faire qu'il faut préserver, c'est très important. Et on fait près de 8 millions d'agendas tous les ans, qu'on envoie au Japon, au Canada, partout dans le monde. Et là, je vous ai amené notre nouvelle collection avec le numéro 1, c'est le résistant. C'est Covadis résiste, parce que globalement, effectivement, c'est pas facile. Mais on y arrive et puis c'est un très joli produit. Et là, c'est le numéro 2 qui est le créatif. Donc quoi, effectivement, il y a des agendas pour tout le monde. Alors, une des problématiques spécifiques de cette année, c'est la question de l'augmentation du prix des matières premières. Le papier, par exemple, je le sais parce que, évidemment, les journaux en pâtissent aussi. Le papier, c'est plus 100% en un an, le prix du papier. Comment faites-vous pour quand vous êtes confronté à tout ça, l'augmentation du prix de l'énergie, comment vous vous en sortez? Il faut être inventif, il faut imaginer des solutions. Alors le papier a fortement augmenté. Le papier dans un agenda représente à peu près 25% de son prix de revient. Donc on est obligé d'impacter. Ça ne fait pas non plus des grosses augmentations, mais on est obligé parce qu'on est obligé de maintenir ce savoir-faire chez Covadis. Et là, on a augmenté l'année dernière de 6% et on va augmenter cette année à peu près la même chose. Ce qui reste, je pense, assez raisonnable. Totalement raisonnable. Et il faut aussi résister à la hausse du papier, la hausse effectivement du coût de l'énergie, et puis résister au smartphone, à l'iPad. Mais oui, c'est pour ça que le papier résiste, Covadis résiste, et on a dédié un agenda, le résistant, parce que dedans, on met aussi soi-même, on met qui on est, on met ses souvenirs, on met sa trace et on le garde. C'est vraiment un produit éternel qui, effectivement, je pense, est complémentaire du numérique et n'est pas à son opposé. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit les gens écrire, réutiliser de papier, en même temps d'avoir un smartphone et s'organiser aussi dessus. Donc ça, c'est bien, je pense que... Et on voit l'engouement, on ne désemplit pas, on vend toujours autant d'agendas et les gens viennent nous voir et sont très contents de nous voir et reviennent chaque année. C'est vrai qu'il y a un affect particulier au cahier, au calepin. Je sais, Natacha, que tu as toujours ton calepin. Moi, j'ai toujours mon calepin tout simplement parce que la mémoire kinesthésique, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que quand on écrit, d'abord, l'écriture, c'est quand même une part de notre intimité, de notre être qui se révèle. Vous avez tout à fait raison, les agendas, on les garde. Et des années après, on ouvre ça et on a la mémoire de tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est irremplaçable. Et en plus, vous fabriquez des beaux objets. Donc, ça crée un lien affectif. Donc, je pense que tout ça fait que vous avez raison de le souligner. Il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait rester dans un monde ancien, celui du papier contre le numérique. C'est complémentaire. Et c'est une préservation de la dimension affective et corporelle de notre mémoire. Tout à fait. Beaucoup d'études montrent que c'est important que dès le plus jeune âge, on continue à écrire sur du papier, à être dans l'écriture inclusive et pas être tout de suite sur le numérique et sur le clavier parce que la construction du cerveau se fait tout petit en écrivant. Et voilà, donc c'est vrai que et c'est pas effectivement une opposition. Effectivement, après, on a besoin d'autres outils. Les études numériques sont très bien. Mais je pense qu'il faut garder les deux pour savoir qui on est et où on va. Voilà. Exactement, grâce à Covadis. Où vas-tu Pierre, chez Zest,
c'est presque un acte de résistance que de vouloir créer une gourde 100% fabriquée en France. Je pense qu'on est entre la Bretagne et la Normandie au plus loin, je crois, Oui, de mémoire. Oui, c'est Euh, ça. Là, on est vraiment dans un acte de résistance parce que tous les business plans, s'il y avait des investisseurs, comme dans une émission célèbre, ils vous diraient mais pourquoi tu veux produire en France? T'es complètement taré, mon petit garçon. Oui, clairement, en fait, l'histoire, ça a été, il y a eu un constat de base, c'est de dire, voilà, sur les gourdes qui sont devenues un objet un peu tendance, sur les gourdes en inox, tout était en Chine. Et en découvrant ça, je me suis dit, c'est pas possible, il y a des savoir-faire magnifiques en France, parce qu'on travaille, nous en l'occurrence, sur le corps de la bouteille avec De Graines, qui est une entreprise du patrimoine vivant. Et il y a moyen de faire des choses en France sur cette typologie de produits. Et donc moi, je suis parti en Chine, filmer dans des usines chinoises pour voir comment ils procédaient. Je suis revenu et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre des industriels français, dont De Qu'est-ce Graines. que vous avez vu dans ces usines en Chine? J'ai vu des lignes de production de gourdes, voilà, parce que c'est un marché qui a été, sur les gourdes en inox, qui a été préempté par la Chine, avec des machines-outils qui avaient été acquises et qui servent uniquement à la production de ce type de produits. Et après, en regardant avec les industriels français, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de détourner tel ou tel outil, de construire telle forme autrement, et donc de réfléchir ensemble à un design produit un peu différent, assez sobre, assez intemporel, et de proposer un produit qui soit surtout dans les clous du marché. C'était important pour moi, prouver qu'on reste accessible sur du Made in France, sur des produits élégants. Donc, voilà. Il y a une dimension assez intéressante quand même, c'est qu'on voit que tous les objets qui sont ici sont des objets qui ont une dimension écologique, qui en fait permettent de produire en pensant à l'impact que ça aura sur la planète. Je pense que ce soit évidemment les brosses à dents qui peuvent être, dont on peut changer la tête, que ce soit évidemment une alternative au coton-tige, du papier, parce qu'on ne le rappellera quand même jamais assez, mais le papier, c'est quand même beaucoup plus écologique que le numérique. Oui. Et surtout des gourdes réutilisables. Et je pense qu'en fait, la réindustrialisation de la France va passer aussi par cette dimension écologique, cette capacité à prendre en compte une autre façon de produire, une autre façon de vivre et de consommer. Oui, mais je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les histoires du transport, qui est une chose, et il y a l'histoire de l'énergie qu'on utilise aussi. En France, on a un mix énergétique qui est moins carboné qu'en Chine. C'est un fait. Donc en produisant en France, si on élimine le côté transport, parce qu'en fait l'impact d'un transport Chine-France, il n'est pas si énorme que ça sur le produit. Si on regarde juste l'énergie à produire et qu'on compare Chine-France, on voit que on est sur des produits qui par nature sont à isomatériaux plus écologiques. C'est vrai. Peut-être que là, vous voyez un simple produit en plastique, on se dit on pourrait l'acheter à peu près partout. Pourtant, c'est de la recherche, du développement. Youssef, tu t'es entouré du syndicat des ORL pour travailler et pour réussir à produire ce seul produit IRS 360, l'alternative saine au coton-tige, et fabriqué en France. Absolument, tout à fait. Pour nous, c'était un devoir en fait de créer une solution qui, pour la première fois, soit innovante sur le nettoyage d'oreilles. Ça fait plus de 100 ans que les gens utilisent le coton-tige et c'est déconseillé et c'est voire même dangereux. Au-delà de l'impact santé, il y a également effectivement l'impact côté écologique. Et donc cette solution qui a été pensée au millimètre près avec l'aide du syndicat des ORL, et donc s'introduit comme une vis sans fin, va prendre la forme de votre conduit auditif. Donc c'est très très souple, très agréable. C'est un silicone de type C'est paramétrique. ça, parce que ne serait-ce que la souplesse, c'est de la recherche et du développement, Tout à parce fait, que ouais. c'était pas gagné dès le début de réussir à la reproduire, cette souplesse-là. Hein. Exactement. Et puis il y a surtout cette butée qui va venir empêcher d'aller trop loin et donc de garantir un nettoyage totalement efficace et sans danger. Utilisable dès 7 ans. Utilisable dès 7 ans, et surtout, tu achètes un seul produit, tu le passes sous l'eau, tu le nettoies au savon, et tu le reposes à côté de ton Tout à lavabo, et plus besoin de coton-tige. Ça coûte combien un IRS 360? Alors on est autour de 24 €. Ce qui veut dire que par rapport au pot de coton-tige qu'on va acheter, l'investissement est très très vite rentable. Il est très très vite rentable et surtout ça vous évite d'aller voir un ORL si vous avez un bouchon peut-être causé par une autre solution. Et alors, je me pose une question. Comment on en arrive à inventer un produit comme ça? C'est quoi votre parcours? Est-ce que vous avez un parcours qui était lié à l'ORL ou pas? Voilà. Alors, pas du tout justement. Moi j'ai un parcours d'ingénieur. C'est l'histoire d'un ingénieur en fait qui est passionné par le nettoyage d'oreilles. Donc j'aime bien avoir les oreilles propres. J'ai commandé plusieurs solutions qui
ne correspondaient pas, qui n'étaient pas efficaces, voire très dangereuses. Et puis un soir, ça m'a pris, j'ai fait un petit dessin, un petit croquis. Donc j'ai décidé d'aller un peu plus loin et en rencontrant le syndicat des ERL. Donc ils étaient tous unanimes sur le fait qu'introduire une solution n'était pas bonne parce que ça poussait, voire ça pouvait atteindre les tympans. Et donc sur une solution en forme de spirale, donc là on est un peu pour vulgariser sur un principe de tire-bouchon. Dès leur entrée, en fait, on récupère la cérémène au lieu de le pousser. Et puis cette butée va venir de nouveau sécuriser et garantir un nettoyage efficace. Donc en gros, vous avez une marotte, vous avez une formation rigoureuse, vous mariez les deux et vous arrivez à apporter une solution absolument géniale. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais surtout, c'est aussi parce qu'on avait un devoir. Aujourd'hui, personne n'a innové de la sorte. Personne n'est parti prendre ce que j'appelle le taureau par les cornes, d'aller voir les ERL et de leur demander une bonne fois pour toutes pourquoi les solutions n'étaient pas bonnes sur le marché. Pas encore sur le marché, voilà, on est heureux d'avoir cette innovation. Natacha, c'est ça aussi le salon du Made in France, c'est ce bain de fierté parce qu'on va découvrir des jeunes entrepreneurs, des entreprises qui sont patrimoniales, parfois séculaires. Et à chaque fois, on se dit, mais on fait tout ça en France, c'est génial. Et j'ai reçu aujourd'hui des entrepreneurs qui avaient des nouvelles technologies. On va recycler des batteries de trottinettes pour en faire des nouveaux chargeurs smartphones qui vont être indépendants des batteries de secours, qui vont être certifiés Origine France Garantie. On fait tout ça en France. C'est ça surtout qui est fascinant, c'est d'abord la masse d'intelligence, de courage, de dynamisme qu'il y a sur ce salon. Parce que entreprendre en France, c'est pas forcément évident au départ. Et je suis sûre que vous avez tous des histoires à raconter, de difficultés, que ce soit administratives, financières, que ce soit dans les RH. C'est une volonté, et c'est une volonté qui est extrêmement vertueuse parce que, vous l'avez dit, il y a des entreprises qui sont séculaires, donc c'est la préservation d'un savoir-faire. Il y a des entreprises qui sont jeunes, donc c'est l'utilisation d'une intelligence en vue d'inventer quelque chose, de créer. Et c'est aussi tout simplement une transmission, savoir donner envie à d'autres de faire ça. Et cette dimension-là, elle apparaît sur ce salon avec une autre dimension qui est celle des consommateurs, c'est-à-dire de tous ceux qui ont compris qu'en achetant français, non seulement évidemment on va se faire plaisir avec des produits utiles, beaux, intelligents, mais on engage ce cercle vertueux qui est celui de recréer de la richesse, de maintenir des emplois, donc d'en bénéficier soi-même, puisqu'en fait, quand on achète français, une part de l'argent, on va en profiter, puisque, en fait, quand vous payez vos charges, vous payez le chômage de masse. Réindustrialiser, acheter français, ça veut dire faire en sorte que vos propres charges soient moins élevées plus tard, puisque vous aurez recréé de l'emploi. Bref, c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est tout bénéfice. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'urgence aussi climatique et la catastrophe environnementale qu'on est en train de subir, on voit aussi que toutes les entreprises réagissent et innovent. C'est le cas chez Bioseptile, c'est la brosserie française, parce que cette brosse à dents, effectivement, Edith, tu me fais tourner la tête, qu'on peut déhousser, dévisser et ça recycler, on vous la renvoie. Il y a un système d'abonnement, on va recevoir que la tête. Ça marche aussi pour les autres brosses à dents. Mais on va avoir chez vous des manches qui sont en coquille Saint-Jacques, du plastique recyclé, du bois. C'est ça aussi, c'est s'inscrire et d'essayer de réduire au maximum son empreinte carbone et son empreinte environnementale. C'est exactement ça. Tu connais la gamme 1000 fois mieux que moi finalement. Mais bon, j'étais à bonne école avec toi. Je vais me permettre de faire juste une petite aparté pour commencer mon intervention. Quel bonheur d'être là, parce qu'on vit tous des périodes qui ne sont pas faciles. Donc, quels que soient les métiers, la période qu'on traverse n'est quand même pas facile. Et dans l'univers du Made in France, de se retrouver entre entrepreneurs, partager ensemble une fois par an, moi c'est un moment que j'attends avec impatience tous les ans, parce qu'on se connaît, on se retrouve, on échange. Ça crée une énergie et se retrouver avec un public qui répond présent aujourd'hui. Ça, faut le dire aussi, parce que le Made in France peut être un peu chahuté à travers le pouvoir d'achat. Avec le monde qu'on a dans les allées aujourd'hui, c'est quand même aussi une réussite de démontrer qu'au quotidien, les consommateurs sont là pour nous soutenir et comprendre que l'acte d'achat, c'est aussi
un acte militant sur le maintien de notre activité en France. Donc encore une fois, merci. Je voulais au moins prendre 2 secondes pour ça. Merci, et c'est vrai. Que... On a tendance à tous se dire, les entrepreneurs, journalistes qui partageons cet engouement pour le Made in France, c'est un peu notre colo annuel. 4 jours où on se retrouve, on ne dort pas, certes, mais en tout cas, on prend que du bon temps tous ensemble. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et donc pour en revenir plus aux produits, moi je milite toujours sur le fait que nos brosses à dents et les brosses à dents qu'on consomme en France sont des produits de grande consommation et qu'au-delà de leur impact Made in France, circuit court, il y a un impact environnemental qui est indéniable. Les brosses à dents font partie des produits qu'on retrouve le plus dans l'océan. C'est dans cette catégorie, il ne faut pas se fermer les yeux, c'est la réalité. Et donc nous, notre engagement, c'est de se dire qui mieux que le producteur est à même de maîtriser son impact environnemental. Et donc dès les phases de recherche et développement, on fait en sorte qu'on aille sourcer des produits qui ont déjà eu une première vie. C'est le cas du bois, c'est du bois qui a été déclassé, qui ne correspond pas aux standards de l'ameublement. Eh bien nous, on se dit que ça va apporter du caractère sur nos brosses à dents et on récupère ce bois déclassé pour le transformer en manche de brosse à dents. C'est vrai aussi sur les plastiques, parce que quoi qu'on en dise, le plastique, il y en a partout sur la planète aujourd'hui. Et quoi de mieux que de trouver des filières de réemploi de ce plastique pour prolonger sa durée de vie avant qu'il ne finisse dans les enfouissements ou dans les incinérateurs. Et donc nous, toutes nos brosses à dents sont à base de plastique qui a déjà une première vie, du plastique recyclé. Et tu l'as dit, on a sur les manches Edith, du liège, de la coquille Saint-Jacques ou du lin. Et pour ne prendre que l'exemple du lin, par exemple, mais c'est vrai sur les 2 autres, on n'utilise que des déchets ou des coproduits d'autres industries. Sur le lin, il y a les anas de lin. Pour pouvoir extraire la fibre, il faut concasser l'ana avant, qui forme la tige, et on va récupérer dans l'industrie du lin ces anas qui n'ont pas aujourd'hui dans leur filière de recyclage une consommation pleine. Et bien on va récupérer ces anas pour en faire des manches de brosse à dents en bioplastique. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir les brosses à dents, et c'est assez fier de le dire, ce sont les brosses à dents qui ont le plus faible bilan carbone du marché, et on ne part pas de 10 ou 15%. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, enfin dans le pire des cas, on va parler dans ce sens-là, on est à 4 fois le bilan carbone inférieur à la première brosse du concurrente, et on est entre 8 et 10 fois la majorité des brosses à dents du marché. Et en plus, elles sont belles et au toucher, elles sont absolument géniales. Ça, c'est la brosse à dents préférée de mes enfants, hein, je vous le dis. Ils adorent. Non. Mais tout simplement parce que la dimension, la beauté aussi d'un objet, ça fait partie de ce que peut apporter une entreprise. C'est-à-dire que le design, la réflexion sur les sensations que l'on ressent, c'est aussi, et c'est vrai aussi pour une gourde en aluminium, réfléchir à la beauté du monde, même dans un objet du quotidien, c'est aussi apporter un art de vivre aux gens. Et ça fait partie aussi de votre travail. Ça fait partie du travail, ça fait partie des équipes du marketing et du commerce, de ressentir l'évolution des marchés. Et une vieille mamie, comme j'ai dit toujours, notre entreprise qui a 177 ans, ça se ménage, ça se travaille avec précaution, mais ça doit pouvoir prendre des virages radicaux quand on en a besoin. Il faut sentir le marché. Il ne faut pas avoir peur d'aller au-devant pour casser les codes. L'important, c'est de ne pas perdre son âme. Et son âme, elle est liée à notre histoire et au métier qu'on défend. Et pour autant, tous les jours, on casse les codes à travers des nouveaux formats de brosse à dents, à travers des nouveaux réseaux de distribution qui nous permettent de se renouveler et d'être encore présents aujourd'hui. Tu devrais faire des masterclass parce que c'est toujours... Non, mais c'est tellement instructif de t'écouter et c'est aussi se démarquer parce que vous avez pensé chez Bioseptile à ce système d'abonnement. Parce que quand on est face à des mastodontes de la brosse à dents, des gros groupes qui ont pris tous les linéaires des grandes surfaces, penser à se dire nous on va sortir notre brosse à dents, mais en plus on va mettre en place un système d'abonnement où les gens vont recevoir tous les mois ou tous les 3 mois puisqu'ils choisissent la fréquence, leur brosse à dents dans la boîte aux lettres. Ils vont donc penser à la changer et nous renvoyer l'ancienne pour qu'on la recycle. C'était malin. Et aujourd'hui, je crois que c'est un pourcentage quand même assez considérable de ton chiffre d'affaires. C'est 25% de notre chiffre d'affaires. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a 8 ans, en sortant du salon, avec Olivier Voisin, mon associé qui est sur le stand, on est sorti en disant on a un accueil sur Bioseptile avec une marque qui était présente avant que j'arrive. C'est-à-dire qu'on a hérité de cette marque au moment de la reprise. Et on s'est dit, mais on n'a pas les réseaux qui sont encore puissants. Comment faire? Et on a créé l'idée de faire le site avec l'abonnement en sortant du salon grâce à l'accueil qu'on avait sur le salon il y a 8 ans. Donc c'est un juste ressort des choses de dire vraiment qu'on vient se ressourcer et vivre le Made in France au salon. Vivre ce Made in France. Oui, et ce que je trouve absolument admirable ici, c'est en effet qu'il y a un partage entre les consommateurs qui sont là et vous qui êtes entrepreneurs, c'est de pouvoir aussi expliquer aux gens l'ensemble des défis que vous avez relevés tous pour en arriver à produire en France.
Vous venez de raconter un petit peu tous comment ça s'est passé, mais de fait, il faut aussi expliquer aux gens au quotidien qu'est-ce que c'est que produire en France, quelles sont les étapes. C'est ça. C'est hyper important. C'est-à-dire que là, par exemple, sur des projets des produits du quotidien qui, d'apparence, sont hyper simples, on ne sait pas, au prime abord, que pour faire une gourde, on part d'une plaque. C'est-à-dire, elle ne sort pas d'un moule comme ça, on part d'une plaque qu'on vient déformer. Comme une casserole, qu'on vient taper dessus, on vient emboutir, etc. On fait des demi-coques, des petits gobelets qu'on vient souder ici, on poinçonne ici pour faire un trou. Enfin voilà, il y a un nombre d'opérations assez énorme. Et Typiquement, là, une gourde comme ça, c'est combien d'étapes? c'est plus d'une vingtaine d'étapes. Plus d'une vingtaine d'étapes. Si on prend bouchon, plus rien que par exemple sur le brossage, on est sur 4 étapes différentes. 4 étapes différentes avec des ouvriers qui sont en fait des artisans parce qu'ils ont un toucher en fait qui permet d'avoir un brossage magnifique. Et du coup, le salon permet de faire ça, permet d'expliquer très concrètement. Regardez, on voit un tout petit peu cette ligne de soudure ici. Regardez, c'était un gobelet avant. Enfin voilà, c'est ça qui est ce contact qui est hyper important pour nous. La réalité derrière, quand on arrive à produire, c'est aussi de la distribution, réussir à se faire distribuer. Youssef, ça se passe comment pour IRS 360? En termes de distribution, là, on vient d'intégrer les centrales d'achat pharmaceutiques. Et donc, on espère que à partir de février 2023, vous pourrez le retrouver Dès février 2023, dans toutes les pharmacies. Voilà. dans les pharmacies. On a travaillé sur le packaging pendant très longtemps. On a essayé d'être au maximum zéro déchet. Tu nous as connus uniquement avec cette petite boîte en bambou et la solution. Et effectivement, pour pouvoir séduire en tout cas les distributeurs, les pharmacies par exemple, il était important de concevoir. Et d'ailleurs, même le packaging est made in France. Et donc voilà. Eh ben, il faut être exemplaire jusqu'au bout. Jérôme, c'est aussi, vous l'avez montré avec cette nouvelle collection, se dire il faut toujours proposer, toujours innover, toujours séduire. Il faut apporter l'innovation. Et vous avez une belle équipe tout le temps. artistique aussi. Hein. Oui, il faut. En termes de gamme, on a un nombre de formats, de couleurs, de couvertures différentes. On est vraiment un spécialiste, mais c'est très compliqué à maintenir tous ces produits disponibles. Là, on a la chance de rencontrer vraiment le consommateur, l'utilisateur fidèle des agendas et qui nous remonte des informations, qui nous font passer des messages. Et c'est grâce à tout ça qu'on arrive aussi à évoluer, à avoir des bonnes idées et apporter des petites choses qui satisfont tout le monde. C'est vrai que c'est un produit qui a l'air simple, mais qui est très complexe à faire. Il y a dans cet agenda plus de 10 étapes avec des machines qui sont automatisées par rapport à 50 ans, mais qui restent quand même très artisanales et pour lesquelles il nous faut des compétences à renouveler. Et c'est vrai que les changements de génération et autres, il n'y a plus de filières qui nous permettent de conduire nos machines comme avant. C'est très compliqué et le recrutement chez nous est vraiment l'enjeu pour notre survie, pour la survie de Covadis. On rappelle plus 99% d'emplois vacants dans l'industrie depuis la crise sanitaire. C'est considérable. C'est un des gros enjeux parce que si on n'a pas de main-d'œuvre, on ne pourra pas continuer à produire. Il n'y a pas que le coût de l'énergie. Parfois, il y a des entreprises avec des carnets de commandes qui sont pleins à craquer, mais personne pour faire tourner les machines. Jérôme, j'ai passé une journée chez vous. Si vous parlez de l'automatisation de votre ligne de production, il y a toujours une personne derrière une machine. Hein. Il y en a toujours. Et puis quand il y a 10 machines, c'est quand même très très long. Non, vraiment. Mais après, il faut rester attractif. Il faut que nous, entrepreneurs français, on soit très attractifs par rapport aux nouvelles générations. C'est aussi notre job. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais voilà, il faut aussi amener les conditions. Il faut répondre. Et puis, les gens aiment le papier de plus en plus. Donc voilà, on arrive à attirer quand même. Mais voilà, c'est pas facile. On résiste. Et je pense qu'il faut bien souligner. On voit par la diversité géographique ici autour de ce plateau que produire en France, c'est faire vivre des territoires, c'est faire vivre des villes moyennes. L'industrie, elle est diffuse partout sur le territoire, alors que les emplois de service ont tendance à se concentrer dans les métropoles. Or, il faut bien le rappeler, 82% des emplois créés sur les 15 dernières années l'ont été dans les métropoles. Et faire revivre les territoires français, c'est industrialiser, c'est fabriquer en France. Et pour fabriquer, il faut une culture de la production. Et c'est pour ça que vos histoires, elles sont admirables, parce que
le fait d'avoir eu envie de créer, vous disiez, tout à coup, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on fabrique que des gourdes en Chine. Tout à coup, vous vous dites, on va inventer quelque chose. C'est tout ça qui est extraordinaire, mais cette culture du faire, du fabriquer, elle doit se transmettre aux jeunes générations. C'est le rôle de l'école, c'est le rôle de la transmission que vous faites ici en racontant comment vous vous y êtes pris et le plaisir qu'il y a à produire un objet. Et tout ça, il faut espérer que ça va se diffuser grâce à un salon comme le salon du Made in France et grâce au discours peut-être des médias qui commencent à se rendre compte enfin de l'enjeu qui est derrière, pour que les jeunes générations comprennent que certes, c'est formidable d'avoir une belle qualité de vie, mais s'investir dans son métier, avoir créé quelque chose, c'est peut-être encore plus formidable. Et en tout cas, comptez sur nous pour vous soutenir, que ce soit Marianne ou le magazine Fait en France. On est là pour vous valoriser et bravo pour tout ce que vous faites. Je rappelle qu'on retrouve vos entreprises ici au Salon du Made in France, qu'on peut acheter, c'est même recommandé d'acheter. Non mais c'est le meilleur endroit pour faire ses courses de Noël. C'est ça, la hotte du Père Noël, elle se remplit ici, circuit court. C'est le Made in France. Merci beaucoup Natacha Polony d'avoir partagé Merci, ce Anthony. moment. Et surtout, merci à vous 4. Merci à Marianne d'être Merci. merci à Marianne d'être partenaire du salon du Made in France et je connais ton engagement pour le fabriquer en France. Donc merci beaucoup, c'était un bonheur. Nous on va se retrouver dans quelques instants. On continue à parler de tous les exposants qui sont présents ici au salon du Made in France. On est en direct, c'est Fait en France la télé. À tout de suite.